Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'actualité continue de rester très chargée. Je vous donne rapidement les titres, c'est-à-dire que nous allons faire le point des affaires en cours. À Villefranche-sur-Mer, le dernier otage des gangsters qui s'était retranché dans un hôtel hier a été relâché. C'est maintenant la chasse à l'homme qui commence. Sur l'aéroport de Séoul, l'avion japonais n'a toujours pas décollé. Un passager est devenu fou. Les maoïstes ont proposé d'échanger leurs otages contre un ministre japonais. La commission d'enquête de la catastrophe de Val d'Isère sur l'avalanche qui avait coûté la mort à 52 jeunes gens a publié ses conclusions. En résumé, en l'état actuel du dossier, aucune responsabilité ne peut être formellement reconnue contre quiconque. Nous en parlerons dans un instant. À Paris, 6 personnes ont été hospitalisées hier à la suite des incidents qui ont marqué dans la soirée la rencontre de football Saint-Étienne-Nîmes au Parc des Princes. Michel Drucker, vous y étiez et je crois que c'était vraiment une émeute. Oui, ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes est assez triste et lamentable. En effet, le match de Coupe de France de football entre Saint-Étienne et Nîmes s'est transformé en un fait divers tragique. 15 blessés, certains sont atteints grièvement. Pourquoi ces blessés? Eh bien, 2 chiffres suffisent à l'expliquer. Depuis qu'il est amputé d'une partie de ses tribunes, le Parc des Princes contient 18 000 places. Or, hier, il y avait entre 25 000 et 30 000 personnes au Parc des Princes. Vous imaginez ce qui s'est passé? Une gigantesque bousculade qui a failli se transformer en une émeute grave. Et au milieu de tout cela, 150 à 200 policiers seulement. Ces chiffres paraissent ahurissants, ils ne sont pas de moi, ils sont de la préfecture de police. Le chiffre limite autorisé pour une manifestation normale au Parc des Princes est même de moins, il est de 4 sections de 20 hommes, soit 80 policiers. Inutile de vous dire que ces 150 policiers ont été débordés, submergés, piétinés. Le public est rentré, il a essayé de trouver des places partout, sur les grues des chantiers voisins, sur le toit du Parc des Princes. Certaines personnes sont tombées d'une hauteur d'une dizaine de mètres, d'autres ont été piétinés, il y avait des femmes, il y avait des jeunes. Vous étiez là-bas, vous avez été... Eh bien, les journalistes ont eu beaucoup de mal à travailler hier et je plains nos confrères de la presse écrite qui ont été envahis dans la tribune. Je plains aussi nos confrères des postes périphériques qui ont eu du mal à assurer le reportage. Et vous auriez pu faire un reportage? Je ne crois pas. Si la télévision avait dû téléviser ce match, je pense que les caméras de direct auraient été balayées et nous n'aurions sûrement pas pu accéder à la tribune de commentaires. Alors, qui sont les responsables de cette triste affaire? La préfecture de police, dont les effectifs ont été insuffisants, la Fédération française de football, qui a organisé un match à la va-vite, un match qui s'annonçait brillant. Elle savait que Nîmes-Saint-Étienne, c'est une affiche et qu'il y aurait beaucoup de monde. Ce match aurait un succès populaire certain, car les Parisiens, vous le savez, n'ont pas l'occasion depuis quelques années d'aller au football. Ce soir, d'information première, nous essaierons de répondre à toutes ces questions. Mais ce que l'on peut dire déjà, car le problème n'est pas là, c'est que la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il qu'une ville comme Paris, une agglomération de près de 10 millions d'habitants, ne possède pas un vrai stade comme Londres, comme Milan, comme Madrid? Là, nous répondrons aussi ce soir. Revenons à ce match, car nos opérateurs ont eu du courage. Au milieu de cette marée qui déferlait sur le Parc des Princes, cette marée humaine, ils ont essayé de tourner. Voici leurs images. C'est d'ailleurs une petite performance et vous allez vous rendre compte tout de suite de l'atmosphère qui régnait hier soir au Parc des Princes. Nous sommes ici à la mi-temps. Le score est de 0-0 et vous voyez, le public a envahi le stade. Les joueurs, beaucoup de joueurs. Oui, les joueurs ont eu beaucoup de mal à regagner leur vestiaire. Vous voyez qu'on passe par-dessus les balustrades. Inutile de vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les policiers ne sont plus là. Ici, nous sommes derrière les buts de Carnu en deuxième mi-temps. Les joueurs auront même beaucoup de mal à tirer les corners, vous le verrez dans quelques instants. Le score est de 0-0 et il faut préciser que ce match a été disputé dans des conditions très correctes. L'arbitre a gardé son sang-froid, c'est un Alsacien, M. Wurtz, et les joueurs ont eux aussi gardé leur calme. Ils ont fait un très très bon match et c'est dommage que les spectateurs n'aient pas pu le voir dans de très bonnes conditions. Nîmes joue à gauche en deuxième mi-temps. Le score donc est de 0-0 et vous voyez, pour tirer les corners, les joueurs sont obligés de s'enfoncer, de repousser les spectateurs. Et puis Saint-Étienne, qui domine légèrement en ce début de deuxième mi-temps, va marquer un but. Vous voyez que pour les dégagements, Carnu a beaucoup de mal, il est pressé sur ses buts par les spectateurs. Et puis 3 minutes après la reprise, sur cette action, 49e minute, Jacquet de la tête, Jacquet qui faisait sa rentrée au milieu du terrain, il jouait aux côtés de Broissard, alors que Keita jouait à l'aile gauche hier et Herbin à l'arrière avec Bosquier. Jacquet vient de marquer le premier. C'est du délire dans le stade, 1-0 pour Saint-Étienne. Et là, l'équipe de Saint-Étienne, avec ce but d'avance, va fort bien jouer. Et Keita, qui va être l'homme de ce match, ici le numéro 11, c'est Keita, va marquer un but splendide sur un court centre de Larquet, le numéro 10 qui lui donne ici. Notre opérateur a eu du mal à filmer cette reprise de volée fulgurante, très puissante, très précise. 2-0, le gardien Nîmois Martinelli est battu. Saint-Étienne est qualifié pour les quarts de finale. Vous allez voir à la fin du match, le terrain va encore être envahi.
Voilà, c'est terminé, le public est heureux, car cela aussi il faut le dire, la soirée d'hier a prouvé que le public parisien était toujours aussi fidèle, qu'il adorait le football, et au moment où l'on parle d'un grand club à Paris, je crois qu'il était intéressant de le signaler. Nous reviendrons à la fin de ce journal au football, car il y a eu du football dans toute l'Europe hier, mais pour l'instant, Bernard Volker, nous avons besoin de présenter le reste de l'actualité. Merci. Oui, pour ce qui est de l'étranger, eh bien c'est toujours vers Séoul que se tournent les regards. La guerre d'usure entre les 15 maoïstes du Boeing et les autorités sud-coréennes se poursuit. Il y a du nouveau ce matin, les pirates de ce Boeing ont proposé en fin de journée de prendre comme otage le vice-ministre des Transports japonais, qui est M. Shinjiro Yamahura, et de relâcher ensuite tous les passagers de l'avion s'ils sont autorisés à quitter demain matin Séoul pour la capitale de la Corée du Nord, c'est-à-dire Pyongyang. Le chef des samouraïs de l'air manifestait ce matin des signes d'inquiétude et d'impatience. Je vous le disais tout à l'heure, l'un des passagers du Boeing est devenu fou et un autre a été victime d'une crise cardiaque. En Irlande, à Belfast, la trêve semble être finie. Les catholiques et les protestants se sont à nouveau affrontés et la nuit dernière a été la plus terrible depuis le mois d'octobre dernier, ce fameux mois d'octobre. 28 blessés parmi les militaires, beaucoup plus de blessés parmi les manifestants. Il y a une réunion d'urgence du gouvernement de l'Irlande du Nord ce matin. En Extrême-Orient, une très mauvaise nouvelle pour les journalistes. Les 4 journalistes et techniciens de l'équipe de la télévision belge disparue depuis le 25 mars au nord-est de Luang Prabang auraient été tués alors qu'ils se trouvaient dans une zone contrôlée par le Pathet Lao. Aucune réaction officielle n'est encore enregistrée ce matin à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, à la suggestion faite par le gouvernement français pour l'ouverture de négociations élargies entre tous les intéressés en vue de l'établissement dans l'ancienne Indochine d'une zone de neutralité. En revanche, cette prise de position, qui a été rendue publique à la suite du Conseil des ministres d'hier, a été accueillie avec intérêt aux Nations Unies et à Washington en particulier, où l'on attend d'ailleurs pour se prononcer des détails. Le gouvernement cambodgien, il faut le noter, a fait libérer ce matin 486 détenus politiques. Au Vietnam, des images maintenant qui nous parviennent de là-bas, suite du massacre de My Lai, le capitaine Medina a été jugé responsable. Ce sont des images des États-Unis, pardon. En effet, le capitaine Medina, que vous voyez ici, qui commandait une compagnie américaine d'infanterie lors du massacre de My Lai en mars 1968, a été jugé responsable du meurtre de tous les civils vietnamiens tués par les hommes de son unité. Les autorités militaires de Fort McPherson, où le capitaine Medina réside, vont maintenant décider s'il doit être traduit devant une cour martiale. S'il est jugé par une cour martiale et reconnu coupable, le capitaine Medina risque la peine de mort. En Turquie, hier, il y a eu à nouveau des tremblements de terre. Ce sont des petites secousses qui n'ont fait que remuer les ruines. Et d'ailleurs, l'intensité de ces secousses va décroissant. On va maintenant se mettre à reconstruire. L'expérience prouve en effet, au moins en Anatolie, que les paysans ne quittent jamais leur terre, aussi ingrate soit-elle. Après la neige et la pluie, le soleil est revenu sur la ville sinistrée de Guédiz. Le nombre de personnes tuées par le cataclysme se situe toujours aux environs de 1100. L'espoir de retrouver des survivants diminue d'heure en heure et les sauveteurs s'emploient surtout à protéger les rescapés de la faim, du froid et des épidémies. Le ministre turc de la Santé publique a démenti certaines rumeurs selon lesquelles des épidémies de peste se seraient déclarées. Cependant, il faut inhumer rapidement les cadavres, il faut également vêtir les rescapés qui doivent coucher dehors. Hier matin, 12 enfants sont morts de pneumonie. Mais parmi les rescapés, l'espoir renaît. On va maintenant reconstruire la ville. Les nouvelles de France maintenant, le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, sera interrogé sur cette même première chaîne mardi prochain, 7 avril à 19h45 par M. Pierre Desgroupes, qui est le directeur d'Information Première. Les problèmes des commerçants maintenant, un communiqué, tout d'abord, enregistrant avec regret la décision du CID refusant le dialogue loyal proposé par l'UDCA, M. Pierre Poujade annonce dans un communiqué que toutes affaires cessantes, il convoque à Paris le comité directeur de son mouvement afin que la défense professionnelle ne soit plus hypothéquée par le délire et l'inconséquence. C'est le texte du communiqué de l'UDCA publié ce matin. À Bourgoin, les congressistes du CID ont repris leurs travaux ce matin. Nous allons les suivre grâce à notre station régionale. Eh bien, au point de vue action violente, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à nous reprocher jusqu'à l'heure actuelle, car toutes les actions qui ont été décidées
par le bureau du CID, les actions de masse, dirons-nous, telles que celles du 9 mars à Paris où nous avions rassemblé 45 000 personnes, aussi bien que celles du 23 mars sur les routes de France, je ne pense pas que ceci peut être considéré comme des actions violentes. Maintenant, tout ce qui est acte individuel qui a été fait par des commerçants, des artisans ou des ouvriers ou des paysans, qui, à la suite du non-recevoir de M. Chaban-Delmas le 9 mars à Paris, lorsque nous étions représentatifs à ce moment-là, disons que ces actes-là, je les comprends un peu, parce que ce sont peut-être des personnes qui ont perdu espoir dans l'avenir du petit commerce et de l'artisanat à l'heure actuelle. Votre position maintenant par rapport au mouvement Poujade? Eh bien, notre décision par rapport au mouvement Poujade, alors là, ça va être simple. Je vais vous lire le communiqué qui a été fait aujourd'hui par les 53 départements qui étaient présents au Congrès national. C'est-à-dire, ce communiqué dit: les 53 départements présents au Congrès du site de Saint-Victor-de-Cessieux-Isère sont consternés des moyens employés par M. Pierre Poujade, président de l'UDCA, afin d'aboutir au replâtrage d'un mouvement défunt en annonçant sa présence au Congrès du CID. Par ce fait, les départements présents refusent une quelconque alliance, rejettent la présence de M. Pierre Poujade comme témoin à décharge de l'appel au procès Gérard Nicou. Je pense que ce simple petit communiqué veut tout dire de l'idée que se sont faits tous les représentants départementaux au sujet de Pierre Poujade en personne et du DCA en général. Quelle va être maintenant la position du CID pour les votes pour les caisses d'assurance maladie? Eh bien, ça a été défini une bonne fois pour toutes aujourd'hui, c'est-à-dire que dans tous les départements où le CID et l'UNATI ont présenté une liste commune, ou alors à la rigueur dans les départements où uniquement l'UNATI a présenté une liste, nous soutenons cette liste et nous votons pour les gens du CID et de l'UNATI qui sont candidats à ces élections. Dans les départements où nous n'avons pas pu, où nous n'avons pas eu le temps d'organiser des listes, où nous n'étions pas encore structurés à ce moment-là, nous boycottons purement et simplement les élections. La catastrophe de Val d'Isère maintenant. La commission d'enquête créée par le gouvernement vient de rendre public son rapport. Le voici, j'étais en train de le feuilleter. Il a exactement 38 pages. Cette catastrophe, vous en souvenez, avait fait à Val d'Isère 38 morts et 39 blessés dans un chalet de l'UDCA. Les conclusions sont les suivantes. Aucune responsabilité ne peut être formellement retenue contre quiconque. Vous avez lu ce rapport. Que faut-il en retenir d'autre? Eh bien, deux raisons expliquent la position de la Commission. En fait, premièrement, pour construire le chalet, les autorisations avaient été demandées et accordées de manière régulière, sans aucun problème. Deuxièmement, à Val d'Isère, et c'est le plus important, personne, absolument personne, ne croyait que l'emplacement du chalet pouvait être menacé. Et sur ce point, d'ailleurs, la Commission regrette et même déplore, c'est son mot, cette sous-estimation des risques. Elle estime plus généralement que dans l'établissement de la carte des avalanches et du plan directeur d'urbanisme de la station, on a peut-être fait preuve d'un certain manque de rigueur. Elle souhaite donc que cette carte des avalanches, et par voie de conséquence le plan d'urbanisme, soit revu à la lueur des tristes enseignements de cet hiver. Dans l'immédiat, pour éviter peut-être de nouvelles catastrophes, elle souhaite que pour certaines constructions actuellement en cours, elles ne puissent être habitées que lorsque les travaux par avalanche prévus au permis de construire seront effectivement construits. Très bien, alors il y aura un deuxième rapport, donc... Alors un deuxième rapport plus important, oui, parce que celui-là concernera au fond l'ensemble des problèmes de l'équipement de la haute montagne. Et d'ores et déjà, la Commission a deux directions. La première, c'est la création d'un véritable centre d'études de la neige qui permettra donc de prévoir les avalanches, et surtout une commission qui étudiera les projets de futures stations, de ces stations créées de toutes pièces, une commission qui, dit le rapport, devra être à la fois objective et neutre, c'est-à-dire en clair faire passer les mesures de sécurité avant peut-être les profits immédiats. Merci Alain Cancès. Nous lirons donc ce deuxième rapport en temps venu. Un autre congrès à Orléans, il y avait celui du CID dont nous parlions tout à l'heure, et à Orléans c'est celui des étudiants de l'UNEF. Ce congrès a commencé hier soir, écoutons Dominique Laurie. Le 58e congrès de l'Union nationale des étudiants de France a débuté hier soir par une bataille de slogans politiques. En effet, les différentes tendances ont donné le ton à ce congrès et montré combien les dissensions sont vives au sein de l'organisation étudiante. Le calme revint avec l'intervention du président Luc Barret, mais ce n'est qu'à l'arrivée à la tribune du délégué des étudiants vietnamiens que le congrès retrouva une certaine unité.
Jusqu'à 2h30 du matin, les représentants des organisations étudiantes des pays étrangers se succédèrent à la tribune. Mais les choses très sérieuses débutèrent ensuite avec la réunion à huis clos de la commission chargée de la validation des mandats. La lutte devait être très chaude car le bureau actuel de l'UNEF, tendance PSU, conteste la validité de certains mandats de l'UNEF Renouveau, c'est-à-dire la tendance communiste de l'UNEF. Cette réunion, nous venons de l'apprendre, vient de se terminer après 10 heures de travaux. Oui, c'était donc une réunion d'étudiants, l'UNEF. Un fait divers, M. Jacques L'Espagnon, le dernier otage des gangsters de l'hôtel Versailles à Villefranche-sur-Mer, ayant été libéré dans la nuit, la chasse à l'homme a maintenant commencé, c'est-à-dire que les malfaiteurs sont devenus des hommes traqués. Leur signalement a été diffusé partout. Il s'agit de Maurice Sorayana et de ses 3 complices qui ont abandonné leurs armes en quittant l'hôtel. Ils ont quitté Villefranche-sur-Mer à bord d'une voiture volée, une Simca, qui a été retrouvée abandonnée. Alpinisme, le jeune alpiniste d'Oloron-Sainte-Marie, Bernard Baudin, âgé de 22 ans, est toujours accroché à la paroi de l'aiguille d'Ansabert où il passe sa 3e nuit consécutive à 2300 mètres d'altitude. Un reportage de notre station régionale. Parti dimanche de Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques pour escalader la petite aiguille du pic d'Ansabert, 2 jeunes alpinistes, René Garotté, 27 ans, et Bernard Baudéan, 22 ans, ont dû être secourus. Les recherches commençaient lundi soir, c'est mardi dans la matinée qu'on devait découvrir le corps de René Garotté qui avait fait une chute de 300 mètres. L'hélicoptère qui participait aux recherches devait découvrir peu après Bernard Baudéan plaqué littéralement contre une paroi rocheuse mais vivant. Les conditions atmosphériques, très mauvaises, pluie, vent, neige, ont compliqué la tâche des sauveteurs. Hier soir, la cordée se trouvait encore à 200 mètres du jeune homme. Il a neigé cette nuit et dès le lever du jour, une trentaine de sauveteurs sont venus se joindre à la première cordée. En outre, ce matin, 3 hélicoptères participent à cette opération de sauvetage. Le jeune alpiniste en est à sa 3e nuit consécutive à 2300 mètres d'altitude. Eh bien, nous passons à nouveau à l'actualité sportive avec Michel Drucker, comme vous l'aviez d'ailleurs annoncé tout à l'heure. En effet, pendant qu'à Paris, hier soir, le Parc des Princes était pris d'assaut, 2 autres matchs très importants avaient lieu dans de bonnes conditions hier aux 4 coins de l'Europe, à Leeds et à Varsovie. Il s'agissait des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions, et là, c'est une surprise. Leeds United, champion d'Angleterre, que vous avez vu il n'y a pas si longtemps sur vos écrans, éliminer les Belges du Standard de Liège. Eh bien, Leeds a été surpris sur son terrain par les Écossais du Celtic de Glasgow, qui ont gagné 1-0, but marqué au début de cette rencontre. C'est un but qui va peser sans doute très lourd dans la balance du match retour qui aura lieu dans 15 jours. Dans l'autre demi-finale, les Polonais du Legia de Varsovie, que vous connaissez également. L'année dernière, nous avions télévisé ce match au cours duquel les Polonais avaient éliminé Saint-Étienne. Eh bien, Varsovie a été tenu en échec sur son terrain par les Hollandais de Feyenoord de Rotterdam, 0-0. Là, les Hollandais ont toutes leurs chances pour le match retour. En France, il y avait hier de nombreux matchs de championnat. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous n'avons pas télévisé hier ni Leeds-Glasgow, ni le match Saint-Étienne-Nîmes. Et ce pour répondre à tous ceux d'entre vous qui nous ont téléphoné et qui continuent à téléphoner ce matin au service des sports de la télévision. C'était donc la 26e journée de championnat en Division 1. Hier soir, Marseille et Angoulême a but partout, Valenciennes a battu Bordeaux à Bordeaux 2-0, Bastia a battu Nantes 3-2, Angers et Metz, score nul 0-0, et Lyon a battu Ajaccio 2-1. Au classement, Saint-Étienne, qui est maintenant quart de finaliste de la Coupe de France, est en tête avec 40 points devant Marseille, Sedan, Bordeaux et Nantes, avec respectivement 34, 33, 28 et 26 points. En Division 2, ont gagné Nice, Nancy, ceux qui sont en tête de cette division, Limoges, Grenoble, Ajaccio et Dunkerque. Au classement, Nancy et Nice sont en tête avec 33 points, devant Rennes 30 et Avignon 29 points. Voilà, je vous rappelle que ce soir, dans l'information première, nous essaierons de faire toute la lumière sur cette affaire du match Saint-Étienne-Nîmes d'hier soir, au cours duquel 15 personnes ont été blessées, certaines grièvement. Merci. Voilà pour les sports. Nous passons maintenant à l'actualité des vacances avec France Guérité. Exactement, car de nombreux jeunes ont mis à profit les vacances de Pâques pour suivre de nombreux stages, qu'ils soient sportifs ou socio-éducatifs. C'est l'un de ces stages que nous avons suivis pour vous en Eure-et-Loire. Je travaille trop, il n'y a pas de soleil, on étouffe ici. C'est dur par terre, j'ai froid, j'en ai marre, je veux être blonde. Mon chat est pelé, j'aime pas ma concierge, j'ai envie de dormir, j'ai les genoux qui se touchent, je suis mal assise, personne ne m'aime, j'en ai plus ici, la tête aussi, les jambes. Joue bien avec joue bien avec les jambes, hein. Beaucoup la souplesse, hein. Essaye d'avoir des habitudes naturelles. Il s'agit là d'un stage de formation de moniteur de loisirs éducatifs.
Des jeunes s'initient à des techniques d'expression corporelle, comme ici, d'expression plastique, à des activités manuelles artisanales et d'animation culturelle, comme la réalisation de montages sonores et visuels. Ces stages regroupent des jeunes de tous les horizons professionnels ou estudiantins. Pourquoi faites-vous ce stage? Nous avons une école pour former des jeunes ouvriers et on les encadre en vacances pour superviser les moniteurs qui les encadrent normalement. Je suis étudiant allemand. Je fais allemand et français, la littérature surtout, et un peu pédagogie. Bien. Et pourquoi faites-vous ce stage ici? Je voudrais apprendre à connaître la façon pour éduquer des adolescents. Vous serez moniteur en Allemagne? Mais non, pas en Allemagne, parce que ça n'existe pas, une telle organisation n'existe pas chez nous. Donc vous passerez vos vacances en France en étant moniteur? Oui, c'est ça. Moi, je suis étudiante en agronomie. Oui. Et je fais ce stage parce que j'ai participé à plusieurs colonies de vacances et je pense qu'il y a de notre part une fonction d'éducateur. Et alors je fais ce stage pour me perfectionner. Nous essayons sur une période de 8 jours de leur montrer les différentes techniques et surtout de créer un état d'esprit qui leur permettra d'encadrer des enfants et des adolescents en vacances cet été, mais sur un plan un peu éducatif. Oui, mais c'est 8 jours. Oui. C'est un peu court, non? C'est très court, seulement ces stages sont intensifs. Oui. C'est-à-dire que les stagiaires qui sont ici commencent les activités à 8 h le matin pour les terminer le soir à 22 h. Et nous essayons que chaque jour il y ait un nouvel intérêt pour que l'ambiance ne flanche jamais. Non pas ambiance superficielle, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais ambiance tout court, que les gens se sentent heureux. Regarde, on a un axe là, on a un axe là. Donc là-bas, tu as le deuxième, l'autre là-bas et l'autre là. La base de l'enseignement perpétuellement en évolution repose sur l'application des méthodes d'éducation active. Après épreuves pratiques, au cours des vacances dans les centres intéressés où les stagiaires exerceront, maisons d'enfants, foyers d'accueil ou centres de plein air, foyers ruraux, les stages sont sanctionnés par des brevets de moniteurs de loisirs. Chacun sera ainsi armé pour prendre la route des vacances cet été. D'autres stages de cette sorte sont organisés un peu partout en France, et ce jusqu'au mois de juillet. La Fédération des centres de vacances familiaux est une des 4 fédérations françaises agréées par le ministère de l'Éducation nationale qui donne cette formation et permet également à des moniteurs de se perfectionner. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à cette fédération, 20 rue Saint-Lazare, Paris 9e, téléphone 285 46 78. Voilà, je vous interromps une seconde parce que nous venons de recevoir un gâteau et c'est Michel Drucker qui l'a reçu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je crois que France Guérité est mieux placé que moi pour les... Oui, c'est un gâteau que nous avons suggéré à nos téléspectatrices lundi. Une recette? Oui, une recette. Et c'est le Centre d'études et de documentation pour l'utilisation du sucre qui nous offre ce merveilleux gâteau. Mais alors comment ça se fait que c'est lui qui le reçoive alors que c'est vous qui avez donné la recette? C'est tout à fait injuste. Enfin, continuez, on va vous en donner un morceau dans un moment. Bon, merci, c'est très gentil. Et bien maintenant, Jacqueline Cora nous présente sa rubrique Téléphilatélie. Le 7 avril aura lieu la Journée mondiale de la lutte contre le cancer, cause que le timbre ne pouvait manquer de soutenir de son utile propagande. Une nouvelle vignette postale française à surtaxe sera mise en vente anticipée à cet effet samedi et dimanche prochain, 4 et 5 avril, à l'ancienne faculté de médecine, 12 rue de l'École de médecine, Paris 6e, et le 7 avril, au Palais de l'UNESCO, place Fontenoy, toujours à Paris, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer. Bien, pour parfaire ses connaissances en philatélie, c'est comme dans tout, il faut lire et lire beaucoup. Et à ce propos, je vous signalerai la très intéressante plaquette publiée par l'Office postal du Canada qui donne tout le processus en détail de la fabrication des timbres dans ce pays. Il faut lire, mais aussi il faut se rendre dans les expositions pour y voir les travaux réalisés par des philatélistes chevronnés. Et je vous signalerai l'exposition de Marseille qui se tient au Palais de la Bourse à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 avril. Et si d'aventure pour vos vacances vous êtes en Allemagne fédérale,
et à Rastatt notamment, visiter la 9e exposition franco-allemande qui se tient dans cette ville, organisée par la section de la LIFI de Baden-Baden et le club philatélique de Rastatt. Du côté des ventes, je vous signalerai la 23e vente sur offre de Jean Regnault de Sainte-Adresse, qui propose de très beaux classiques de France, des semi-modernes et modernes, et aussi 1000 lots des anciennes colonies françaises et de divers pays. Nouvelle de l'étranger, à Moscou, ouverture aujourd'hui et jusqu'au 10 avril d'une grande exposition philatélique. Et de Rome, on apprend l'arrestation d'un jeune homme qui tentait d'écouler de très nombreux feuillets philatèques parfaitement imités. Alors si d'aventure, quelques-uns de ceux-ci viennent entre vos mains, attention. Les nouveautés que nous allons vous présenter maintenant seront peut-être elles aussi imitées dans le futur, alors c'est qu'elles auront pris de la valeur. En cette année de protection de la nature, la Mongolie nous présente les principaux habitants de ses forêts et montagnes. Tandis que le Luxembourg nous invite à protéger les oiseaux, Monaco les papillons et le Liechtenstein les fleurs. Ce nouveau timbre turc commémore, lui, l'année internationale de l'éducation. Le 20e anniversaire des services réguliers aériens de Saint-Vincent nous vaut une nouvelle série que les passionnés d'aviation ne manqueront pas d'inclure dans leur thématique. La conquête de l'espace constitue un sujet permanent d'inspiration pour les administrations postales. Après le succès d'Apollo 12, voici évoqué par la Hongrie le vol des Soyouz 6, 7 et 8. La Belgique émet un timbre en l'honneur de ses jeunes philatélistes de plus en plus nombreux, tandis que la République de Corée raconte aux siens de jolies fables du terroir. Quant à ce timbre à surtaxe danois, il est émis au profit du Fonds mondial pour l'enfance. Le Lesotho nous rappelle le centenaire de la mort de Mochocho Ier, héros populaire, tandis que la Jamaïque honore philatéliquement quelques-uns de ses hauts personnages. Voici évoqué sur ce timbre israélien une représentation du théâtre Abima. Les différentes sortes de costumes traditionnels constituent les sujets des nouvelles vignettes postales émises par la République du Vietnam. Folklore également au Laos avec cette très jolie série représentant des tambours indigènes, tels le Kong Fen en bois qui sert à annoncer le coup de midi mais aussi les événements exceptionnels, le Kong Tong en bronze qui n'existe que dans les régions montagneuses et le Pong en bois, équivalent de la cloche des cathédrales chrétiennes. Nous terminerons par l'annonce de Budapest 71. La grande exposition philatélique internationale qui se tiendra dans la capitale hongroise l'an prochain à l'occasion du centenaire de l'émission des premiers timbres-poste de ce pays. Au revoir, à la semaine prochaine. C'est Jean-Michel Quatrepoint qui nous attend pour les cours de la bourse. Eh bien, la bourse de Paris est toujours en vacances et les valeurs françaises n'enregistrent que peu d'écart. En fait, la véritable rentrée n'aura lieu que lundi. Cependant, la tendance est un peu meilleure. Le léger redressement enregistré hier à Wall Street à la suite de l'annonce du relèvement du prix du cuivre, y est sans doute pour quelque chose. Mais il y a quand même une vedette, le Pinet. Le Pinet n'a pu être coté à l'ouverture tant les ordres d'achat étaient nombreux. Je pense pouvoir vous donner les cours du Pinet en fin d'émission. Passons tout de suite à la corbeille. La financière de Paris et des Pays-Bas perd 70 centimes. C'est lundi que va débuter l'augmentation de capital de la financière de Paris et des Pays-Bas. Le droit de souscription sera détaché aussi bien au comptant qu'à terme. Rappelons que l'opération porte sur l'émission de une action nouvelle à 200 francs pour 4 anciennes. La CGE perd 5 francs. La Royal Dutch, par contre, est en nouvelle hausse. Depuis quelques semaines, la Royal Dutch marque de bonnes dispositions. Les dirigeants de la société ont annoncé que la progression des bénéfices devrait se poursuivre en 70 et le marché réagit évidemment favorablement. Bayer gagne 6 francs. Aux valeurs étrangères, General Motors perd 12 francs 50, c'est une baisse assez sévère, mais hier elle avait monté. Heugst perd 0 francs 40, par contre la Badiche gagne 3 francs 10, et Petrofina, la société belge, gagne 6 francs. Revenons dans la corbeille, l'air liquide perd 30 centimes, Philips en hausse, et Rhône-Poulenc répète pratiquement son cours d'hier. Citroën inchangé, Péchinet aussi. La CSF perd 50 centimes. La SNI gagne 3 francs 30. Et la De Beers répète pratiquement son cours d'hier. Wendel gagne 2 francs. Et BSN n'est pas encore coté. Nous allons voir d'autres cours sur un tableau de divers.
La Redoute gagne 7 francs, la chimique routière perd 4 francs 20, les valeurs de bâtiments sont assez touchées actuellement. Aquitaine perd 4 francs. Passons tout de suite au marché de l'or, où il y a encore une montée. La barre passe à 6 476 contre 6 442 hier. Le Napoléon gagne 1 franc. Le lingot gagne 60 francs à 6 500. Sur ce problème de l'or, M. Triffin, l'un des grands spécialistes mondiaux des questions monétaires, a accordé un entretien exclusif à Michel Tardieu. M. Triffin vient de publier en français son ouvrage sur le système monétaire international, ouvrage écrit en 1968 et qu'il a mis à jour en 1969. M. Triffin continue de croire qu'il faut démonétiser le métal jaune. Par rapport à l'an dernier, qu'est-ce qui a changé dans le système mondial, international de la monnaie? Deux choses essentiellement, n'est-ce pas, par rapport à 69. La première, c'est la remise en ordre de certaines monnaies qui étaient menacées de réévaluation, de dévaluation. Ça s'est produit. La dévaluation du franc français, la réévaluation du mark, ce qui a conduit certainement à un certain apaisement, au moins momentané, sur le marché des changes. Et d'autre part, la mise en œuvre, en application de l'accord sur les droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire l'amorce d'un véritable système monétaire international dirigé par l'homme, plutôt que d'un système monétaire qui s'en remettait au hasard de la production d'or, de la demande d'or des dentistes et des spéculateurs d'une part, et des hasards, des fluctuations de la balance des paiements des États-Unis et de l'Angleterre d'autre part. Mais on a bien l'impression quand même aujourd'hui encore que l'ordre monétaire, c'est l'ordre américain. Oui, dans la mesure où on n'est pas encore parvenu à mettre totalement en place cette nouvelle machine, et cela prendra du temps, dans la mesure aussi où on hérite du passé, c'est-à-dire du reliquat de l'étalon de change or, d'énormes balances dollars accumulées dans le passé, il est certain que le monde glisse peu à peu de l'or, si vous voulez, vers la zone dollar, et que la seule façon d'échapper à cette glissade accélérée sera des accords internationaux dans le cadre mondial, dans le cadre européen, qui permettront de contrôler une évolution qui est sinon inévitable et extrêmement dangereuse. Mais est-ce que vous croyez que pour contrebalancer l'influence américaine, les Européens vont défendre de nouveau l'or, ou est-ce qu'ils vont trouver des systèmes nouveaux? Je crois qu'ils trouveront des systèmes nouveaux. Je crois que sur le problème de l'or, l'évolution des esprits, non pas seulement dans les milieux académiques, mais même dans les milieux officiels, a été extrêmement rapide au cours des 2 ou 3 dernières années. Et je crois que quasi tous les experts que je connais, en tout cas, qui ont des responsabilités officielles, croient vraiment que la démonétisation progressive de l'or suivra la démonétisation de l'argent, que l'or sera, à moyen ou à long terme, démonétisé dans les régimes monétaires internationaux, comme il l'est depuis longtemps dans les régimes monétaires nationaux. C'est un système, n'est-ce pas, qui était essentiellement absurde. Il n'est pas rationnel de dire que les règlements entre pays, dans cette dernière partie du XXe siècle, se font le plus rationnellement du monde en creusant des trous en Afrique du Sud pour en extraire l'or et d'autres trous à Fort Knox pour le recevoir. C'est une survivance du passé due essentiellement qu'on ne s'était mis d'accord sur rien d'autre. Et en l'absence d'un accord international solide et différent, on était obligé de se replier sur l'or. Donc si l'étalon or est mort, et puisque la puissance américaine est telle qu'elle domine quand même le monde, comment les Européens vont réussir à se tirer de l'orbite monétaire américaine? Essentiellement en poursuivant le programme qui a été tracé ou esquissé tout au moins déjà à la dernière conférence au sommet, c'est-à-dire en créant, en développant une véritable zone monétaire européenne. Et à votre avis, l'année 70 sur le plan monétaire, elle va être calme ou agitée? Il est difficile d'oser espérer trouver encore une année calme dans le domaine monétaire avant plusieurs années encore. Je crois qu'il y aura des remous en 70, mais moindres sans doute que ceux qui ont marqué l'année 69. Et les monnaies turbulentes, à votre avis, ce sont lesquelles? Mais ce que je vois surtout, c'est que, n'est-ce pas, la spéculation qui se décourage en ce qui concerne l'or tente à se reporter sur les monnaies les plus fortes. C'était le mark allemand hier, ça peut être demain le franc suisse, le shilling autrichien, le yen japonais. Donc on ne spécule plus contre, on spécule pour. Si vous voulez. Mais évidemment, pour spéculer pour, on retire de l'argent de quelque part. Eh bien, merci, monsieur le professeur. Et avant de rendre l'antenne, je vais vous donner les cours du Pinet. Il cotait hier 162 francs, on en est voyé à 166 francs 50, donc une hausse appréciable. C'était la Bourse de Paris, à vous les studios.
Une précision, l'entretien que le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, aura avec Pierre Desgroupes le 7 avril prochain sera diffusé à 19h45 sur la première chaîne et à 20h sur la seconde chaîne. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons de passer une excellente après-midi. Au revoir.